Chers auditeurs, juste avant que l'épisode ne commence, un tout petit mot rapidement pour vous demander de m'aider à faire grandir et évoluer ce podcast pour qu'il vous plaise toujours autant. J'ai construit un sondage que j'aimerais que vous remplissiez. Le lien est dans la description de l'épisode. Ça ne vous prendra que 5 minutes et moi, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup d'aller le remplir. Et je laisse place à l'épisode. Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs, et bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Sarah m'a contactée après la diffusion de l'épisode 16, enregistré avec son mari, Hervé, pour m'adresser un compliment. Nous avons échangé quelques messages et il est apparu évident que Sarah n'était pas la femme d'eux au service de la carrière de son mari et que son parcours à elle méritait toute notre attention. Avec Sarah, nous avons parlé de la grossesse pendant l'externat, de l'impact de la parentalité sur sa pratique et de la conciliation entre vie professionnelle et vie de famille. Nous avons aussi discuté priorisation, comparaison et pression, parce que tout le monde vit des moments difficiles et personne n'en parle. Bonne écoute. Bonjour Sarah, bienvenue à La Consulte. Merci. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Sarah, j'ai 38 ans, je suis maman de 2 grands-enfants maintenant. Je suis aussi femme avec un grand F. Je suis médecin en médecine générale, mais avec une spécialité supplémentaire en allergologie. Et je suis l'épouse d'Hervé, qu'on a déjà entendu par là. Voilà. Alors, j'allais proposer aux auditeurs le numéro de l'épisode enregistré avec Hervé, et en fait, je ne m'en souviens plus. Mais si vous cherchez sur vos applis de podcast Hervé, vous allez le trouver. De toute façon, il n'y a que lui avec ce prénom-là. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu tes activités actuelles ? Parce que tu m'as dit que tu avais plusieurs activités. Alors, je dirais que j'en ai 2 principales. Donc, je suis d'abord allergologue. Enfin, je fais de l'allergologie. Donc, je suis au sein d'une clinique où je consulte. Donc, c'est très, très varié. Ça va de la pédiatrie à la gériatrie. L'allergologie couvre plusieurs champs. Hein. Ça couvre la pneumologie, l'ORL, la dermato, tout ce qui est réaction médicamenteuse. Et j'en oublie sûrement. Voilà. Donc ça, c'est mon activité principale que je dirais à 70-80%. Et puis ma deuxième activité, je suis médecin de crèche. Donc depuis maintenant 7 ans, je crois. Le rôle d'un médecin de crèche, c'est d'assurer la bonne santé des enfants dans une crèche. Alors on dit maintenant un EAGE, donc établissement d'accueil du jeune enfant. Et puis de faire de la prévention. Bon, sachant que ce rôle a changé, est en train de changer, et maintenant on va parler de référent santé, qui va permettre à tous les établissements accueillant des jeunes enfants de moins de 3 ans, enfin avant la maternelle, d'avoir recours à soit un médecin, soit une infirmière. Donc en gros, ces 2 facettes, enfin ces 2 parties d'activité pour moi sont complémentaires, puisque en tant qu'allergologue, déjà je fais des bilans d'allergie, mais aussi je prescris ou en tout cas je rédige ce qu'on appelle des PAI et qui permettent d'accueillir un enfant en collectivité, donc au lycée, au collège, en école, mais aussi en crèche. Et donc, quand je suis dans mon rôle de médecin de crèche, je vois passer des PAI de mes collègues ou de temps en temps les miens, et ça permet de voir les difficultés de mise en place de ces protocoles, et donc de les mettre en place le plus facilement possible pour les familles, mais aussi pour les équipes, parce que souvent il y a une grosse difficulté de la part des équipes à accepter de donner des médicaments ou d'avoir une urgence potentielle avec les enfants qu'ils accueillent. Donc c'est vraiment très complémentaire, je trouve, et j'adore ça, et j'adore la pédiatrie, donc j'ai un petit peu du mal à me dire qu'il va falloir que j'arrête, parce que clairement c'est pas du tout une partie du métier rentable. Ça prend beaucoup de temps pour des revenus qui sont très faibles, clairement, mais c'est passionnant et c'est encore une fois très complémentaire. C'est hyper intéressant.
Est-ce que, c'est ce que tu imaginais quand tu as commencé médecine? C'était quoi ton idée, de carrière quand tu as commencé médecine? Ouh là, j'étais très loin de tout ça. Alors moi, en fait, moi, j'ai toujours voulu être pharmacienne. Enfin, dans l'enfance, l'ado, jusqu'au lycée, je voulais être pharmacienne parce que j'aimais bien l'idée du conseil, du soin, avec le côté un peu commerce. Bon, mon stage en troisième, j'ai pas trouvé ça génial, hein. Franchement, c'était vraiment de la vente de médicaments et c'était à peu près tout. Et puis arrivé au lycée, j'ai découvert la biologie de lycée et notamment la génétique. Alors bon, c'était les tout petits arbres généalogiques, voilà, avec la drosophile, hein, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant de pouvoir remonter comme ça l'histoire génétique des patients. Puis donc je me suis dit bah pourquoi pas faire ça, et donc j'ai commencé à regarder un petit peu à l'époque comment je pouvais faire de la génétique plus tard quand je serais grande. Et donc je me suis dit bah en gros il y a trois possibilités enfin deux possibilités en passant par la fac, c'est soit faire de la biologie ou faire de la médecine. Et je me suis dit je vais commencer par le plus dur, comme ça bah, si vraiment j'y arrive pas, j'irai en bio. Et puis ben c'est pour ça que j'ai atterri sur les bancs de la fac de médecine. Et puis ben alors la première année j'avais un classement qui était correct, mais je n'avais entre guillemets que dentaire, sage-femme ou kiné, j'avais pas médecine. Donc je me suis dit bon allez, je laisse tomber, je vais en sage-femme, j'en ai marre de la P1, j'arrête. Et puis je me suis dit ah c'est quand même bête, il me manque pas grand-chose, allez, je retente. Et je l'ai eu donc la deuxième année. Et puis après c'est au cours de mon cursus où j'ai rencontré plein de mentors, plein de médecins, de chirurgiens fantastiques qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Alors j'ai beaucoup aimé l'ORL et la chirurgie en général après pendant mon externat. J'aimais bien le côté médico-chirurgical, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que de la chirurgie, c'était pas que des comment dirais-je alors je vais dire boucher, mais c'est un peu méchant, mais c'était pas que du bloc opératoire. Il y avait aussi le côté médical avec les suivis de surdité, les suivis de voilà d'acouphènes, de vertiges, où on avait d'autres moyens de faire de diagnostic et de soigner les gens. Et puis, bah, il y a eu des événements de vie qui ont fait que la chirurgie était quand même un petit peu compliquée enfin, l'internat de chirurgie paraissait quand même compliqué. Donc, j'ai eu ma fille pendant mon externat et un mari, donc enfin, pas encore mari, mais un compagnon à l'époque qui voulait faire une carrière universitaire. Et donc, bah, il a fallu faire un peu des choix. Et l'internat de chirurgie aurait été franchement compliqué parce qu'avec des astreintes très régulières, avec mine de rien aussi un classement à l'internat suffisant aussi. En fait, j'ai redoublé ma D4 et je suis partie en médecine générale, qui me faisait très très peur à ce moment-là. La médecine générale, je me dis, faut savoir tout sur tout, faut tout connaître, faut connaître très bien ses patientes, connaître tous les traitements et bon, les rencontres avec les médecins généralistes, des internes, des internes d'autres spécialités, mais qui connaissaient un peu la médecine générale, m'ont conforté quand même dans ce choix-là. En gros, la phrase que je retiens, c'est une collègue qui m'a dit, mais tu sais, tu peux en faire ce que tu veux, tu peux adapter ta pratique à ce que tu as envie de faire. Il n'y a pas une médecine générale, il y a des médecines générales et puis tu vas y trouver ton compte. Donc bon, je me suis dit allez, tant pis, j'y vais, on verra bien. Et donc voilà, donc je me suis retrouvée en médecine générale. Et puis juste avant l'internat, en fait, j'ai fait FFI, faisant fonction d'interne, en pneumo pendant 2 mois. Et donc là, j'ai côtoyé on va dire futur principal mentor qui allait m'amener vers l'allergo, hein, et qui m'a fait découvrir l'allergo tout simplement en me testant moi. Un jour, il nous a dit, venez voir les consultations, ce qu'on fait, et il m'a montré
comment on faisait des prick tests. Je trouve ça génial de se dire avec juste un test, en un quart d'heure, 20 minutes, on peut faire un diagnostic et pouvoir proposer un traitement derrière. Voilà, bon, c'était une découverte très très sommaire de l'allergo. Puis bon, voilà, j'ai continué la médecine générale classique, on va dire, avec mon stage chez le praticien qui m'a permis de découvrir le libéral, le vrai libéral, on va dire ça comme ça, avec des chefs qui m'ont fait aimer le libéral, mais qui m'ont fait peur un peu aussi, parce que c'était un gros cabinet à Montbard, et ils étaient 5 médecins, et sur les 5, ils avaient déjà presque tous 60 ans, donc prêts à partir à la retraite. Et il y en avait 4 dont la compagne ou la conjointe n'avait pas travaillé, avait élevé les enfants. Et en fait, eux, ils bossaient comme des fous. Enfin, ils faisaient du 8h, 20h, voire plus tous les jours. Et je me suis dit, alors j'adore ce qu'ils font, c'est trop bien, mais jamais je veux faire ça. Je me vois pas faire de la médecine comme ça. Moi, je veux voir mes enfants, je veux voir mon mari. Voilà. Donc bon, j'avais cette idée-là en tête, mais je me dis comment c'est faisable, quoi. Et j'ai eu ma 2e grossesse, donc là j'étais enceinte de mon fils, et j'ai pu faire un stage un peu bricolé entre la pneumologie et la dermatologie, où j'ai pu assister essentiellement aux consultations, notamment d'allergo, pour voir si c'est toujours quelque chose qui me plaisait. Et ça a complètement conforté mon premier coup de cœur. Donc j'ai dit, ouais, il va falloir que je parte là-dedans. Puis bon, j'ai eu mon fils, et puis il a fallu que je finisse mon internat. J'ai passé ma thèse, et puis en fait, je me suis installée en médecine générale, parce que je faisais un remplacement dans une petite ville juste à côté de Dijon, où je remplaçais déjà depuis plus d'1 an. Ça se passait très bien, j'étais à 10 minutes de chez moi, et je me suis dit, bon, je suis bien là, je vais continuer ça. Et j'ai croisé mon mentor dans un couloir un jour, il m'a dit, mais pourquoi tu fais quoi là, et ton l'allergo, t'en es où? Je dis, nulle part. Et il me dit, écoute, là on est le 10 septembre, t'as encore 10 jours pour t'inscrire, va à la fac, tu t'inscris en capacité d'allergo. Bon, d'accord, ok. Bon, j'étais en mode un peu routine en médecine générale. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, j'apprendrai des trucs, je peux toujours m'en servir au quotidien. Et donc, je suis allée m'inscrire, et puis j'ai fini par valider ma capacité et à continuer d'exercer en médecine générale. Et là, alors je faisais vraiment des choses basiques, hein. C'était des pollens, des acariens, c'était des débuts de désensibilisation, mais ça s'arrêtait à peu près à ça, quoi. C'était dès que ça devenait un peu plus compliqué, je transférais à mes collègues sur le CHU ou en ville. Et en fait, mes collègues en ville, il s'est avéré que c'était 2 jeunes femmes associées, plus jeunes que moi, et qui m'ont appelé un jour en disant, écoute, on est embêtés. On est toutes les 2 enceintes en même temps, avec un terme à peu près équivalent, donc on va devoir fermer le cabinet pendant 3 mois, ce qui est un peu problématique. Est-ce que tu voudrais pas nous remplacer? J'ai fait ouais, sauf que moi je fais de la médecine générale, je fais pas d'allergo au quotidien, et puis remplacer 2 allergologues aguerris en même temps, c'est chaud, quoi. Donc je me suis posé la question, finalement pas si longtemps que ça, mais je me dis, c'est l'occasion ou jamais de découvrir et puis de me mettre vraiment dans le bain. Mais ça a impliqué que j'arrête la médecine générale complètement, puisque l'ordre des médecins n'a pas voulu que je me fasse remplacer, donc j'ai déplaqué. Donc j'ai vraiment dévissé ma plaque de médecin généraliste, et donc je suis partie dans ce cabinet et j'ai remplacé donc au départ pendant un peu plus de 3 mois toute seule sur les 2 médecins. Alors je faisais pas 2 journées, hein, mais des grosses journées. Et puis elles sont revenues, et donc j'ai continué à les remplacer, mais moins longtemps et moins fréquemment. Et puis en janvier 2020, j'ai arrêté de remplacer, et je me suis installée toute seule comme une grande, en tant qu'allergologue cette fois. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc je continue l'allergologie avec un énorme plaisir au quotidien.
Alors, on va revenir sur quelques points de ton parcours. Et le Ouais. premier sur lequel je voudrais revenir, c'est que tu as eu ta fille, donc ton premier enfant, pendant l'externat. Oui. Tu étais une pionnière. C'était, je sais pas, j'en sais rien. Alors c'est vrai que j'ai pas croisé d'étudiantes plus âgées que moi, maman ou enceinte. Dans ma promo, il y a eu une autre étudiante enceinte, mais qui était comment dirais-je, assez timide et qu'on n'a quasiment pas vu. En fait, on s'est rendu compte de sa grossesse le jour des examens. Par contre, moi qui étais plutôt fêtarde, on va dire, oui, fêtarde et dans les assos étudiantes, c'est pas vraiment passé inaperçu effectivement. Et puis je pense que ouais, ça a déboussolé pas mal de monde, que ce soit les copains, voilà, on est juste étudiants, on commence tout juste à s'amuser, et puis on n'est pas du tout installé, on n'a pas de paye, enfin ou quasiment rien quand on est externe. Comment vous allez faire? Et puis c'était tu vas arrêter médecine. Ben non, c'est pas l'idée. Enfin bon voilà, il y a eu beaucoup de questionnements, je pense beaucoup de personnes se sont vues en miroir dans ma situation, enfin dans notre situation. Moi j'étais externe, donc j'étais en fait en début de 4e année, et Hervé était en premier semestre d'internat. En gros, ça faisait 15 jours qu'il était interne quand je lui ai appris ma grossesse. Donc c'est vrai que ça a été un peu un choc pour tous les deux, c'était pas tout à fait prévu, donc il a fallu qu'on s'adapte tout ça. Et puis en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui nous a guidés, c'est que un cousin d'Hervé qui a dit oh, vous allez voir, votre vie va complètement changer, vous allez plus rien faire, vous allez plus du tout faire pareil. Et en fait, moi on a mis un point d'honneur à faire en sorte de continuer notre vie comme on voulait la mener. Voilà, si on avait envie de faire une soirée avec des amis, on faisait une soirée avec des amis, un repas, on faisait un repas. Voilà, on a trimballé Camille absolument partout. Elle a dormi entre des manteaux dans les chambres d'amis. Vraiment, on l'a emmenée partout. Et on avait la chance quand même d'avoir nos parents, enfin mes parents et mes beaux-parents sur Dijon. Donc une chance folle, voilà, d'avoir du relais derrière, notamment aussi pour l'internat, pour passer les ECN, parce que pendant que je révisais, Camille, elle était chez mes parents ou mes beaux-parents. Après, ça a déboussolé aussi, je crois, un peu certains profs. Je me souviens être allée en cours le samedi matin, quand on était en cardio, on avait cours dans l'amphi de cardio. Et j'ai souvenir d'être allée un samedi matin, j'avais complètement zappé, Hervé était d'astreinte, et puis beaux-parents pas là, et je fais soit j'y vais pas du tout, soit j'emmène Camille. Elle devait avoir je sais pas 6 mois. Elle était petite, elle était encore en landau. Et donc j'y suis allée avec mon landau dans la salle dans l'amphi de cardio. J'avoue que j'étais pas très fière quand même, parce que je me dis si elle se met à pleurer, si elle a faim, si y a une couche sale, voilà, je aurais l'air malin. Et puis ça s'est super bien passé, et puis j'ai participé au cours, voilà, en répondant aux questions et tout, donc voilà. Mais j'ai senti le prof un peu waouh, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, avec son bébé, voilà. Après c'est plus pendant l'internat où j'ai vraiment ressenti la différence au tout début de l'internat, au premier semestre quand j'étais au Creusot, où alors bon, déjà l'organisation, mais on y reviendra peut-être dessus, mais le décalage avec les collègues qui eux démarraient leur internat et qui avaient qu'une envie, c'était de faire la fête à fond, de profiter du fait qu'ils étaient partis de leur ville, et moi j'étais en décalage complet parce que fallait que non, je rentrais tôt le soir, fallait que j'aille chercher ma fille à l'école, ou alors non, le week-end, non, je pouvais pas rester parce que fallait que je m'occupe de ma fille. Et là, j'ai vraiment ressenti la différence, l'impression d'être vieille entre guillemets, ou d'être vraiment en décalage. Et des fois, même encore aujourd'hui, les collègues de notre âge, de nos âges,
Où les copains, ils ont des enfants qui ont bien 10 ans de moins que nos enfants. Donc il y a toujours cette espèce de décalage. Mais aujourd'hui, on peut voyager avec nos enfants, on peut faire des trucs de grands entre guillemets avec nos enfants aujourd'hui. Donc ça, c'est chouette. Voilà. J'avais juste une question. Par rapport à ta grossesse pendant l'externat, tu as réussi à valider tous tes stages, tous tes partiels? Parce que, alors la question s'est pas posée pour moi, mais j'ai pas souvenir qu'il y ait d'aménagement spécifique par rapport au congé maternité et aux stages et aux examens. Et est-ce que tu as dû rogner sur ton congé maternité ou tu as réussi à tout concilier dans l'emploi du temps? Alors, j'ai pu tout valider. Alors, je pense avec une certaine chance quand même, clairement. C'est effectivement, hein, comme tu dis, il y a rien du tout de prévu pour les femmes enceintes. En fait, je crois que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. On est des ovnis, hein. Quand on dit qu'on est enceinte, quoi? Mais t'es une femme, quoi? Mais t'es médecin, mais comment ça? Donc non, clairement, quand je suis allée à la SCOL pour dire, je voilà mon congé maternité, les filles elles ont dit pardon. À l'hôpital, c'était un peu pareil. Ils avaient pas trop voilà pour les externes, c'était un peu compliqué visiblement. Après, alors pour les examens, j'ai passé mes examens au mois de. Alors Camille est née le 18 juin. Les examens étaient fin mai, début juin, donc je les ai passés en mode baleine. Mais je les ai passés quand même. J'ai passé l'oral, je me souviens. Alors j'ai passé, c'était le module 1 à l'époque, je crois, santé publique, médecine légale, un truc comme ça. Et je me souviens avoir vu Irène François, entre autres, je sais plus qui y avait d'autres dans le jury, mais me voir arriver, ils m'ont dit « Ouh là là, mais asseyez-vous, n'allez pas accoucher ». Je me dis « Mais en fait, ils sont tout paniqués à l'idée que j'accouche devant eux ». Je n'ai pas accouché tout de suite, mais donc oui, j'ai passé tout ça, un peu en mode, un peu sur mon nuage, parce que j'avoue que je me suis dit « Bon, on verra bien, au pire, je redoublerai ». Et en fait, j'ai septembré. J'ai passé 4 ou 5 matières, je crois, en septembre. Et j'ai tout validé sauf une matière que j'ai repassée l'année d'après parce qu'on avait droit à je crois qu'on a toujours le droit à une dette, une matière en dette. Donc pour les examens, c'est passé comme ça. Pour les stages, alors mon premier stage, j'étais en médecine interne. C'était un coup du hasard entre guillemets, mais j'étais en médecine interne et là c'est mon patron qui est devenu le patron d'Hervé plus tard qui a dit non mais faut que t'arrêtes de venir en stage, tu vas rentrer chez toi et prendre soin de toi, je veux plus te revoir, ton stage est validé. Ok, donc voilà. Et le deuxième stage, je devais être en gériatrie et à l'époque c'était le professeur Pizzonmeyer. Que je suis allée voir en expliquant la situation. Il m'a dit tu fais ce que tu peux et puis on validera et puis tu reviendras faire tu repasseras quand tu peux et puis voilà. Et en fait j'ai dû faire 10 jours en gériatrie et j'ai été validée. Alors je sais qu'il y a d'autres externes dans d'autres villes ou dans d'autres stages qui n'ont pas été aussi facilement validés. Mais là sur le coup je pense que j'ai vraiment eu de la chance et j'ai eu des super chefs qui voyaient pas l'intérêt de me recaler, voilà. J'ai eu cette chance-là. Pendant l'internat, par contre, j'ai pas pu valider mon stage. De toute façon, là, j'ai accouché au mois d'août, donc c'était en plein milieu du stage. J'avais fait un stage en surnombre non validant. Et puis là, par contre, là c'est la double peine entre guillemets pendant l'internat parce que d'une part on perd 6 mois, donc on prend 6 mois de retard et on perd son classement à l'internat. Alors moi j'ai pas un classement terrible, mais j'ai des collègues ou des copines qui étaient arrivées très très bien classées à l'internat et qui sont tombées enceintes le 2e ou 3e semestre d'internat et qui ont perdu leur classement et qui se sont retrouvés en fin de promo. Alors je crois que ça a disparu, ça, mais à l'époque c'était vraiment raide parce que j'ai en tête une copine qui s'est retrouvée au fin fond de la Nièvre en stage chez le praticien avec un bébé de 3 mois. Ça piquait un peu quand même, donc là maintenant on arrive à, je pense qu'il y a un petit peu plus de considération quand même pour les internes.
mais c'est limite, hein. C'est très très limite. J'ai 3 ans d'écart avec toi et j'ai été enceinte pendant mon internat. Et alors effectivement, je trouve que c'est déjà pas mal d'avoir la possibilité de faire un stage en surnombre non validant, Mmh. où on va pas piquer un stage à quelqu'un d'autre pour ne pas le valider et ça met tout le monde en colère parce que t'es pas Mmh. là en stage, les chefs sont pas contents et bon. Donc il y a la possibilité d'être en stage non validant, ce qui est quand même pas mal. Mais comme Mmh. effectivement, en tout cas pour moi quand ça s'est passé, et ben en fait le classement se faisait au classement et à l'ancienneté dans l'internat. En Ouais. fait, tu prends 6 mois de retard, donc tu te retrouves en fin de Ouais, promo. en fin de cursus. Mmh. Ouais. Alors moi, j'ai même, je me souviens, on s'était bagarré avec les internes un tout petit peu plus âgés, donc qui étaient même pas embêtés par notre éventuel classement, parce qu'on demandait même pas d'être devant tout le monde, on demandait de garder notre classement, donc notre ancienneté. Et je me souviens que les plus virulentes, elles nous disaient oui, mais tu perds 6 mois, voilà, t'es beaucoup moins expérimenté que les autres. Il y a pas de raison. Et c'était très étonnant, c'était que des femmes qui répondaient ça, et en général des femmes célibataires sans enfants. Et ça, j'en garde un souvenir assez un peu amer, hein, parce que vraiment, très sincèrement, les garçons, ils s'en fichaient complètement. Mais c'était toujours voilà, des femmes qui visiblement étaient prêtes à écraser les autres pour une petite place euh, dans le classement et avoir le stage qu'elles voulaient. Et je trouvais comment dirais-je, ce comportement pas très digne d'un futur médecin généraliste. Mais bon, heureusement ça a un petit peu évolué, mais c'est pas encore génial non plus. Alors, on va changer de sujet. Enfin non, on va pas tout à fait changer de sujet parce qu'il y a quand même une question que j'ai envie de te poser. C'est, ça a changé quoi la parentalité dans tes choix de carrière et dans ta pratique médicale? Alors je dirais que ça m'a donné, alors premièrement, ça m'a donné une aisance avec les enfants. Enfin, je crois. Hein, après, je dirais pas que s'il y a que le fait d'être maman, mais c'est vrai que quand je suis passée en pédiatrie, quand je suis passée aux urgences pédiatriques, je me sentais pas du tout déboussolée par l'examen d'un enfant ou un nourrisson à la mat quand on examinait les tout petits nouveau-nés. Ça me faisait pas peur et ça casse pas, quoi. Voilà, on avait l'impression des fois que mes collègues je vais lui casser quelque chose. Donc je crois qu'il y a ça. Et en général, les parents, enfin moi j'ai eu la sensation que les parents le sentaient. Et des fois ils le disaient, hein, mais vous avez des enfants? Ou bah oui, effectivement. Donc il y a ça, je pense. Et puis après, très vite on prend conscience que il y a pas que la médecine dans la vie, il y a pas que les stages dans la vie, il y a pas que voilà le bon vouloir de notre chef ou de notre interne ou de notre chef de clinique. Derrière, voilà, on a une famille, on a un enfant à récupérer à l'école, on a des réunions, des machins, des trucs pour ses enfants, et donc on apprend finalement assez rapidement à mettre des priorités qui sont peut-être pas forcément la carrière, en tout cas pas initialement, parce que encore une fois il y a un ou deux enfants derrière, et que oui, si je le récupère à plus de 6h30, je vais le retrouver sur le trottoir ou alors avec enfin, pas la VS, l'aide, la cantine qui attend en tapant du pied en disant oui, vous êtes encore en retard. Ça m'est arrivé quand même quelques fois, et on dit à un moment donné, on se dit ouais, mais en fait voilà, le dernier truc que j'ai fait, peut-être que j'avais pas besoin de le faire, j'aurais pu rentrer plus tôt, voilà. Donc ça aide quand même à mettre des priorités personnelles assez rapidement, finalement, qui je pense sont importantes dans notre vie future. Parce que je vois certains collègues, alors plutôt dans les spécialités qu'en médecine générale, mais qui sont mangés par leur travail, qui voient pas forcément leurs enfants. Ou même dans les générations précédentes, mes beaux-parents étaient médecins tous les deux, et
ont beaucoup travaillé et aimaient beaucoup leur travail, mais c'est vrai que ont pas forcément beaucoup vu leurs enfants. Après, il y a d'autres métiers, hein. Moi, mes parents étaient pas du tout médecins, je les ai pas beaucoup vus non plus. Mais je pense que là, on sait que c'est un métier qui est très prenant et de se dire, ok, très bien, j'adore mon métier, mais j'aime beaucoup mes enfants, je veux les voir grandir, donc je priorise ça. Puis on verra plus tard pour le boulot. Et c'est un petit peu ce que je fais là actuellement, c'est-à-dire que maintenant ils commencent à être grands et à être autonomes et là, je me consacre un petit peu plus à mon métier et à ma carrière maintenant. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de ton premier semestre où tu étais en décalage parce que toi, tu avais des contraintes d'organisation. Et Ouais. j'imagine que c'est la période à laquelle Hervé fait référence dans son épisode où il raconte que lui, il était à Paris pour son année recherche Oui. et que tu faisais des allers-retours pas possibles pour déposer les enfants, aller au boulot, etc. C'est une C'est ça, période ouais. qui a dû être particulièrement difficile. Alors lui, il en a déjà parlé, mais pour toi aussi, non? Alors oui parce que en fait quand je suis arrivée en médecine générale en premier semestre, j'étais pas très bien classée clairement. J'étais au fin fond du classement et donc déjà je savais pas trop où j'allais atterrir. Donc c'était entre Montceau-les-Mines, Le Creusot, Châtillon-sur-Seine, Sens, voilà, que des villes qui pour un Dijonnais ne font pas forcément trop rêver et surtout qui sont loin de Dijon. Et Camille à l'époque rentrait en maternelle, donc elle avait 3 ans. Donc on s'est posé beaucoup de questions. On s'est dit est-ce que je l'emmène avec moi? Est-ce que on la laisse à Dijon aux parents et puis moi je pars là où je vais? Enfin voilà, beaucoup de questions. Et puis le problème c'est que le semestre d'internat ça commence en novembre, pas en septembre, donc il fallait quand même qu'elle puisse faire la rentrée. Donc on a décidé avec Hervé de la laisser à Dijon et puis moi de faire ce que je pouvais pour avoir un stage pas trop loin. Et donc j'ai eu entre guillemets la chance d'avoir le Creusot. Alors la chance parce que il y avait un train, enfin il y avait plusieurs trains le matin, le soir qui me permettaient de faire les allers-retours. Le souci, c'est que j'étais alors dans un service où il n'y avait pas d'interne avant, qui faisait donc j'étais en gastro-entérologie, donc il faisait beaucoup d'endoscopie, donc il commençait assez tôt. Donc je suis allée rencontrer mon chef de service et je lui ai expliqué la problématique maternelle et familiale en disant voilà, faut que je parte, enfin que j'arrive tard et puis je me débrouille le soir, ou soit je pars tôt mais j'arrive tôt le matin. Et il m'a dit je préfère que tu arrives tôt le matin puis tu repars tôt l'après-midi. Donc en fait ça voulait dire que je prenais le train à 7h le matin, donc il fallait trouver une solution pour Camille. Donc soit je demandais à ma maman de venir à la maison, ça me paraissait un peu raide. Soit on trouvait une nounou, et c'est ce qu'on a trouvé. On a trouvé une nounou qui venait à la maison, effectivement, à 6h30 du matin, qui nous faisait un peu le ménage, qui levait Camille, qui l'emmenait à l'école. Et puis moi, j'avais mon heure de train, je bossais et je me sauvais littéralement à 4h30 pour reprendre le train à 5h, arriver à 6h à Dijon et courir à l'école, à la garderie pour récupérer Camille. Donc ça pendant 6 mois. Et puis Hervé à Paris qui essaie de rentrer à peu près tous les week-ends, mais bon, voilà, pas toujours. Et puis voilà, dans sa tête à Paris un peu tout le temps. Et puis au bout des 6 mois, là je me dis il faut que je me rapproche, ça va être chaud, je peux pas faire ça tout le temps. Et j'ai eu la chance d'avoir le CHU. Pour le service suivant en médecine interne. Je reviens encore en médecine interne. Et je me suis dit ça va bien se passer, c'est le service d'Hervé, le futur service d'Hervé qui était pas là à ce moment-là, à Dijon, avec une équipe que je connais déjà. Sauf que je me suis mis une pression de folle, quoi. Il fallait que je sois à la hauteur. Et puis mes co-internes étaient tous les deux spécialistes, un infectiologue et l'autre qui était interniste mais à orientation réanimation, donc pas tout à fait les mêmes buts
carrière et qui bossaient comme des fous tous les deux. Voilà. Et en fait, j'ai vraiment ramé pendant ce semestre-là parce que je me sentais pas du tout à la hauteur. Je me sentais mauvaise. Je me suis dit c'est pas possible, quoi. Je suis un mauvais médecin. Je vois pas pourquoi je continue. Voilà, je suis obligée de partir tôt. Eux, ils finissent à 20h tous les soirs. Moi, à 6h, je suis obligée de partir. Voilà, ça a été très très compliqué parce que là, on est confronté. Autant en périph, on est dans une ambiance qui est beaucoup plus cocoonée parce qu'on est c'est des petits services, les chefs sont voilà à peu près là mais ils en attendent pas trop de nous non plus, qu'on apprenne un peu. En CHU, on nous demande beaucoup plus, hein, on nous demande quand même voilà beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'implication et je me sentais pas du tout à la hauteur de ça, même en étant pourtant chouchoutée. C'est vrai que j'ai fini par craquer, quoi. Je me planquais dans les coins pour pleurer, parce que pour des trucs bêtes, quoi. J'avais oublié de vérifier un INR, j'avais oublié de prescrire des bas de contention, des choses comme ça. Je disais tout le temps, je suis fatiguée, voilà. Puis à un moment donné où ça a pas tenu, quoi. Donc et visiblement personne n'avait trop rien vu parce que mon chef a rien vu venir, mes collègues non plus, Hervé pas trop non plus, mais parce qu'il était pas là, il était encore à Paris et quand je me suis écroulée, ça a été un peu tout le monde qui est tombé des nues. Donc après, je me suis dit il va falloir mettre en place des choses à nouveau, des priorités pour pas que ça recommence, quoi. Moi je veux pas être spécialiste, je veux être médecin généraliste, donc j'ai peut-être pas besoin de savoir quels anticorps il faut pour telle maladie, j'ai pas besoin de connaître les traitements qui finissent en UMAB pour telle pathologie. Voilà, donc je me suis fixé des objectifs beaucoup plus cool. Et puis je pareil, appris à relativiser au niveau des horaires, au niveau des contraintes que je m'imposais. Donc voilà. Et puis après, surtout, j'ai essayé d'en discuter avec d'autres collègues plus âgés, dans d'autres spécialités et tout. Je me suis rendu compte en fait, beaucoup de monde était concerné, dans quelle que soit la spécialité, qu'on soit un homme, une femme, il y a toujours eu un moment dans l'internat où finalement c'est dur, quoi. C'est vraiment dur et que on peut tous être touchés, quelle que soit notre situation personnelle ou professionnelle ou familiale ou voilà, et que alors moi, on m'a toujours dit oui, mais t'as fait beaucoup, t'étais maman, t'étais femme, t'étais machin. Oui, mais je pense que ça aurait pu arriver à n'importe qui, et ça, j'en parle encore régulièrement avec des collègues ou même avec des jeunes, des internes ou des jeunes chefs. Voilà, il faut vraiment en parler autour de soi quand ça va pas. Ça peut vraiment toucher n'importe qui, n'importe quand. Et que même quand on est dans une situation idéale avec le service idéal, des super chefs et voilà, ça peut arriver. C'est pas une tare, enfin je ne crois pas. Enfin en tout cas, j'essaye toujours de m'en persuader, mais et que il faut aller chercher de l'aide là où elle est. Donc voilà, et ça m'a aidé aussi à me construire après, et ça a été un des arguments aussi beaucoup plus tard, mais pour quitter la médecine générale sans trop de regrets aussi, parce que ça mange énormément sur ces objectifs de vie, sur ces principes qu'on essaye de se fixer. Voilà, à un moment donné, je me dis non, mais je vais pas réussir à tenir. Voilà, le fait de voir ma famille, le fait de finir pas trop tard, le fait de se laisser manger par les histoires des patients, j'y arriverai pas, et c'est pour ça que voilà, l'ergo me convenait bien aussi. J'ai un peu dérivé là, mais il y a pas de problème. Voilà. Ça t'a manqué de pas avoir eu avant de te retrouver en difficulté des retours de personnes qui auraient pu vivre des difficultés et qui auraient pu te prévenir et te dire écoute, si un jour tu te sens pas bien dans ton job, parle-en, moi ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde. C'est quelque chose dont tu aurais aimé être prévenu, averti ? Oui, parce que
En fait, je me suis sentie toute seule. C'est-à-dire, je me suis dit bon bah voilà, tout le monde arrive à tenir le coup et moi non. Je suis pas assez forte pour ça. Voilà, je j'ai pas la carrure pour être médecin. Tous les autres, ils y arrivent, moi pas. Et donc, on a vraiment l'impression qu'on est tout seul à être dans ce bateau-là. À se dire bah, de toute façon bah, c'est parce que voilà je me suis mis trop de difficultés, je me suis mise en danger entre guillemets toute seule comme une grande, bah maintenant t'assumes hein, voilà. J'aurais aimé qu'on puisse me dire bah oui il y a des moments où ça peut être difficile, il y a des moments où t'as le droit de douter, t'as le droit de voilà, mais surtout dis que ça va pas, il faut le dire, il faut en parler. À n'importe qui, peu importe, hein, mais à son chef, à son co-externe, à son co-interne, à son, je sais pas moi, à son prof, à quelqu'un en qui on a confiance. Et si on vous entend pas, bah c'est pas grave, il faut le redire, il faut en parler avec d'autres. Ou même maintenant vous avez des chats en ligne, vous avez plein de choses, mais il faut en parler, il faut vraiment pas garder ça pour soi. Ça a été ma grosse erreur, je crois. C'est vraiment, j'ai tout gardé, entre guillemets, en me disant, en m'auto-persuadant que c'était pas grave, que ça allait passer, que c'était juste de la fatigue, et ben non, pas que, quoi. Donc oui, je pense que c'est important d'en parler. Je pense on en parle un peu plus, malheureusement, avec les récentes, actualités, sur les suicides des internes. Mais j'ai l'impression qu'on en parle toujours un peu trop tard, quoi. C'est une fois que l'acte est fait entre guillemets, que on dit ah c'est bête, on aurait peut-être pu faire quelque chose. Je vois passer aussi régulièrement des études ou des questionnaires sur des études de la santé mentale. Alors c'est bien, hein, mais j'ai jamais rien vu de proposé pour pour solutionner ça, des groupes de parole, des groupes de même de ça s'appelle ça les APP là, l'évaluation des pratiques. On fait ça dans plein de métiers, nous on l'a jamais. Où on fait juste comme ça entre deux portes, ah oui j'ai fait ça vite fait, qu'est-ce que t'en penses, ouais bon voilà. Mais dans tous les métiers, à la crèche par exemple, hein, toutes les professionnelles, 1 à 2 fois par an, il y a une évaluation des pratiques professionnelles. Ça, c'est pas du tout fait. Alors un petit peu en clinique, quand il y a un gros cas, par exemple, on va en parler, on va dire, bah voilà, il y a eu ça comme erreur, ça comme erreur, ça comme erreur, mais c'est toujours en mode très professionnel, enfin très clinique, très 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 froid, très objectif. Alors que je pense que des fois, il faudrait qu'on arrive à sortir ce qu'on a au fond des tripes, quoi. Parce que ça peut nous mettre par terre et que et des fois moi je prenais souvent l'exemple pour mes patients de la pile d'assiettes, c'est que au bout d'un moment cette pile elle est prête à s'effondrer et il faut arriver à en enlever quelques-unes, quoi. C'est joliment dit comme image. Parce que le temps passe, il y a quand même un autre sujet que je voulais aborder. Tu as l'air hyper heureuse dans ton métier d'allergologue et pourtant, quand je t'entends raconter ton parcours, j'ai presque l'impression que ça s'est fait par hasard. Parce que tu étais en stage, parce que tu as croisé ton mentor à la fac qui t'a dit hey, cocotte, il reste 10 jours, va t'inscrire, parce qu'il y a eu cette opportunité de remplacement qui s'est présentée à toi. Finalement, comme si l'allergologie était venue à toi plus que l'inverse. Ouais, alors c'est vrai que je me suis peut-être de par notre vie déjà bien bien chargée entre guillemets, j'étais pas allée chercher d'autres choses et que voilà. Bon après clairement hein, l'allergo est vraiment en détresse en ce moment, on manque d'allergologues et mon patron il cherchait clairement des futurs allergologues. Donc voilà, il avait bien compris que moi ça m'intéressait bien et je pense que voilà, c'était un peu par hasard, mais pas complètement non plus. Et je pense qu'il m'aurait retrouvé à un moment donné pour me dire bon, maintenant, t'as dit que tu faisais, donc vas-y, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait réellement. Et je retrouvais finalement le côté un petit peu policier de la génétique dont je parlais tout à l'heure.
avec le côté on retrace l'histoire, voilà. On a un petit peu cette chose-là en allergo. Voilà, donc oui, après, effectivement, l'opportunité que j'ai eue à remplacer mes collègues a été le gros déclic pour dire non, je vais pas juste en faire un petit peu comme ça, je vais vraiment faire que ça. La dernière chose, c'est que mon entourage, les gens qui me connaissent bien, Hervé, et puis d'autres collègues, m'avaient dit plusieurs fois, mais bon, la médecine générale, t'es sûr? Enfin voilà, la vraie médecine générale libérale dans le vrai sens du terme. Et quand je dis je vais faire de l'allergo, il me dit mais ça t'ira très bien parce que c'est moins ça mange moins, ça bouffe moins que la médecine générale. Alors certes, il faut de l'empathie, il faut toujours mais il y a pour moi il y a moins d'investissement émotionnel quand même dans l'allergologie qu'en médecine générale. Et puis en fait l'allergo, il y a tellement de choses à faire en recherche oui, après je suis c'est compliqué à Dijon pour faire de la recherche, mais en tout cas en clinique, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à mettre en place au niveau local et même au niveau national. Je suis très investie là-dedans dans le DPC local et national, donc oui, clairement je m'éclate aujourd'hui à faire ça. Puis c'est un métier qui est quand même un petit peu technique, qui est très transversal aussi, avec plein de matières différentes. Donc je m'y retrouve bien. J'aurais eu du mal, je pense, à faire une spécialité d'un organe, de faire que les poumons ou que le cœur ou que l'ORL. Voilà. Là, j'y retrouve complètement mon compte parce que c'est un champ des possibles fou. T'as aucun regret de pas avoir fait ORL finalement? Non, aucun. Non, parce que je pense que l'internat aurait été très compliqué. Et puis même après, alors même si ça reste médico-chirurgical, quand je vois mes collègues, en fait j'ai l'impression qu'ils font tout le temps la même chose, quoi. Donc et moi c'est pas du tout mon cas. Il y aura jamais 2 journées pareilles, pas 2 patients pareils. Voilà, c'est ça qui est passionnant, des fois fatigant, mais passionnant. Non, vraiment aucun regret. Alors, bon, la chirurgie des fois me manque un peu, mais moi je fais de la couture ou du tricot à la place. Comme ça, je retrouve le technique différemment. Puis je mets moins en jeu la vie des gens, quoi. Mais non, vraiment zéro regret et tellement contente d'être partie dans cette spécialité que j'ai l'impression aujourd'hui d'être vraiment à ma place au niveau professionnel. D'être alors légitime, j'en sais rien, Hervé en parlait, mais d'être légitime, je ne sais pas, mais en tout cas d'avoir trouvé ma place et d'être utile, de faire avancer un peu les choses aussi pour mes patients. J'adore écouter les personnes qui adorent leur travail. Ça me donnerait presque envie de changer de spécialité et de prendre le boulot de chacun. Mais effectivement, se sentir à sa place, c'est un sentiment qui est tellement précieux et tellement agréable. Tout à fait, oui. Et je te propose qu'on reste sur ce sentiment agréable et qu'on passe à la dernière question du podcast. C'est quoi ta tenue de travail ? Alors moi, je suis vraiment en tenue de ville. Je porte pas de blouse. Enfin, ça m'arrivait d'en porter, mais en fait, ça me gêne plus qu'autre chose. Que ce soit en médecine générale ou maintenant en allergo. Si, j'ai mis un peu une blouse au moment du Covid, quand même. Mais sinon, c'est tenue de ville. C'est jean, tunique, chaussures de ville. FFP2 en permanence et puis voilà. Et à la crèche? Et pareil, à la crèche pareil aussi. Alors j'aime bien me balader avec mon stéto autour du cou à la crèche parce que on joue au docteur avec les enfants, avec les plus grands. On essaye vraiment de dédramatiser le rôle du médecin. Parce que souvent ils ont un peu la trouille entre 1 an et 3 ans. On a des fois des enfants qui ont du mal à se faire examiner.
Donc je fais des petites sessions, je m'assieds par terre, puis ceux qui veulent venir, on pose le stéto, sans forcément écouter pour de vrai, hein, mais on pose le stéto. Il y en a qui restent en arrière, et puis d'autres qui viennent tout de suite pour écouter. Il y en a qui veulent essayer le stéto. Mais c'est intéressant de voir comment ça se passe. Et puis mais sans chaussures à la crèche, j'y suis en chaussettes. Et c'est vachement agréable de bosser en chaussettes. Mais bon, au cabinet c'est compliqué. En effet, c'est pas donné à tout le monde. Je te remercie, Sarah, d'avoir partagé ton parcours avec nous. Et je te souhaite encore beaucoup de bonheur dans ta vie professionnelle. Ça fait plaisir à entendre. Eh ben, merci à toi et à ta confiance. Et puis, vive le podcast La Consulte. Merci. L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de La Consulte @podcastlaconsulte ou sur le compte Twitter @podlaconsulte. J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt.